Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. La salle d'audience était baignée dans une lumière crue et impitoyable, le genre de lumière qui révèle toutes les fissures, même celles du cœur. Julien, mon mari depuis 15 ans, riait doucement, presque théâtralement, comme s'il signait un contrat pour une nouvelle voiture, pas la fin d'un mariage. Il avait choisi un costume en lin italien, repassé à la perfection, son arrogance comme cravate. Moi, j'étais en noir, sobre mais droite, les épaules tendues sous le poids des années sacrifiées. Il ne m'a même pas regardé en entrant, convaincu que ce jour signerait sa libération. À côté de lui, son avocat feuilletait distraitement quelques papiers, sûrs de leur victoire facile. Je n'avais plus envie de pleurer. Je savais que la tempête ne faisait que commencer. Assise sur le banc, je fixais un point invisible sur le mur, essayant de calmer la brûlure dans ma poitrine. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, mais je gardais le visage impassible. Julien croyait que j'étais venue me résigner à ma défaite, que je repartirais les poches vides et la tête basse. Il ignorait tout. Il ne savait rien de ce que j'avais préparé en silence. Il ne voyait en moi qu'une femme éteinte, une épouse effacée, alors que j'étais en train de renaître. Il n'y avait plus de place pour le doute, ni pour la peur. Ce jour-là, j'allais changer le scénario de notre histoire. Et cette fois, c'est moi qui tenais la plume. Quand je pense à ces années, c'est comme si je revoyais un film en noir et blanc, lent, étouffant, avec un seul personnage dans l'ombre, moi. J'avais tout laissé derrière, une promesse de carrière brillante en architecture, des projets de voyage, des rêves dessinés sur des carnets abandonnés dans une boîte au fond du placard. Pendant que Julien montait son cabinet, enchaînait les soirées mondaines et recevait les éloges, je gérais la maison, les enfants, les maladies, les crises scolaires, les nuits blanches. Et chaque fois que je tentais d'exister, il me coupait gentiment la parole. « Toi, tu n'es pas comme moi, tu préfères le calme. » Je me suis tue, longtemps. Trop longtemps. J'ai fini par croire que j'étais née pour soutenir les autres, que mon propre éclat ne valait pas la peine. Les repas toujours prêts, les anniversaires des collègues de Julien minutieusement organisés par mes soins, les réunions d'école, les lessives. Tout ça, c'était mon quotidien. Il me félicitait parfois, comme on félicite une bonne employée, jamais une égale. Et moi, dans ma naïveté, je me persuadais que c'était normal. L'amour, pensais-je, exigeait le sacrifice. Je me trompais. L'amour, le vrai, ne vous efface pas. Il vous élève. Mais je ne le savais pas encore. Quand Julien a pris la parole devant le juge, sa voix était mielleuse, presque condescendante, comme s'il jouait dans une pièce dont il était le seul protagoniste. Il a souri en déclarant qu'il me laissait volontiers le vieux canapé et la commode en chêne. Il a même plaisanté sur le fait que j'allais pouvoir repartir légère. Dans la salle, certains ont esquissé un sourire gêné. Mon cœur s'est serré, mais je suis restée droite. Il disait que je n'avais pas travaillé, que tout lui appartenait, que je devais me sentir déjà chanceuse qu'il soit généreux. Sa cruauté n'était même pas violente, elle était maquillée en légèreté, en ironie froide. Je me suis tournée vers le juge, j'ai légèrement incliné la tête. J'avais appris à me taire pendant 15 ans, mais ce jour-là, j'avais préparé ma scène. Mon avocat, Maître Lefebvre, a sorti une enveloppe beige de son dossier. Une enveloppe bien épaisse. Julien n'a même pas froncé les sourcils. Il croyait à une tentative désespérée, peut-être quelques relevés de compte ridicules. Mais il allait comprendre. Toute l'audience allait comprendre. Parce que cette enveloppe contenait bien plus que du papier. Elle contenait ma revanche. Mon silence allait parler à ma place. Et ce serait assourdissant. Quand mon avocat a posé l'enveloppe sur le bureau du juge, un silence pesant a envahi la pièce. Julien, toujours confiant, a croisé les bras, pensant que c'était une tentative ridicule de sauver la face. Il m'a lancé un regard amusé, comme s'il savait déjà que rien ne pourrait ébranler sa victoire. Mais je suis restée immobile, concentrée, car je connaissais le contenu de ces documents par cœur.
Chaque ligne, chaque chiffre, chaque signature était une pièce de mon puzzle secret, patiemment construit. C'était enfin l'heure de renverser le scénario. Le juge a pris l'enveloppe sans un mot, l'a ouverte lentement, puis a commencé à lire. Julien a baissé les yeux par curiosité, puis son sourire s'est figé. Mon cœur battait fort, mais je gardais le regard fixé droit devant moi. Ce que personne ne savait, c'est que depuis des années, pendant que Julien m'effaçait, je bâtissais ma propre réussite. Pas pour l'humilier, mais pour survivre, pour exister à nouveau. J'avais fait ce qu'il n'aurait jamais cru possible, je m'étais reconstruite dans le silence, et j'étais prête à tout révéler. Tout avait commencé avec la mort de ma grande-tante Solange, une femme discrète mais redoutablement intelligente, sans enfant et sans illusion sur la vie. Elle m'avait toujours dit que j'étais différente, que je ne devais jamais me perdre dans l'ombre d'un homme. Avant de partir, elle m'avait confié un héritage impressionnant, plusieurs biens à Paris, des placements internationaux, des œuvres d'art signées et un compte en Suisse. Elle m'avait fait promettre de tout garder secret jusqu'au jour où j'en aurais réellement besoin. J'avais respecté cette promesse comme un serment sacré. Pendant que Julien dépensait sans compter et collectionnait les flatteries, moi je gérais cet héritage avec soin, discrétion et stratégie. J'avais suivi des formations en gestion de patrimoine, contacté des notaires spécialisés, fait restaurer les tableaux, tout cela dans l'ombre. Chaque décision prise était calculée, pensée pour me rendre intouchable. Il croyait que je me contentais de pilates et de réunions de parents d'élèves, alors que je construisais une sécurité financière à faire pâlir n'importe quel investisseur. Mon silence était ma plus grande arme. Lorsque le juge s'est arrêté de lire, un long frisson a parcouru la salle. Il a levé les yeux vers moi avec une expression mêlée de surprise et de respect. Puis il a tourné lentement la tête vers Julien, dont le visage avait perdu toute sa couleur. L'arrogance avait disparu, remplacée par une incompréhension brutale. Le juge a pris une profonde inspiration et a annoncé à haute voix les premiers chiffres, précis, nets, implacables. L'impact fut immédiat, la salle entière a retenu son souffle, comme si personne n'osait respirer. Julien a écarquillé les yeux, son menton tremblait légèrement, incapable d'assimiler ce qu'il entendait. Chaque chiffre prononcé était une gifle à son orgueil, une vérité qu'il refusait d'accepter. Son avocat a tenté de garder contenance, mais même lui semblait déstabilisé. Moi, je suis restée droite, silencieuse, mais mes mains s'étaient détendues. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais ni inférieure, ni soumise. C'était moi la femme forte dans cette pièce. Et le monde autour de lui s'effondrait enfin. Monsieur, votre épouse possède un patrimoine net estimé à 4,3 millions d'euros. La voix du juge était posée, presque clinique, mais chaque mot frappait Julien comme un coup de massue. Les murmures se sont levés, des regards se sont échangés, même la greffière a suspendu sa frappe. Julien est resté figé, les lèvres entr'ouvertes, incapable d'articuler quoi que ce soit. Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait un échappatoire, mais la réalité était partout, implacable. Tout son monde venait de s'effondrer en une seule phrase. Il a tenté de parler, mais aucun son n'est sorti. Ses mains tremblaient, son visage ruisselait de sueur froide malgré la climatisation de la salle. Moi, je ne le regardais même pas, je regardais droit devant, digne, calme, implacable. Tout ce que j'avais construit en silence éclatait désormais au grand jour, et ce jour était à moi. L'homme qui m'avait rabaissé pendant des années réalisait qu'il ne m'avait jamais vraiment connu. Le juge a continué à lire les annexes, les pièces jointes, les évaluations notariales. Et dans le silence de la salle, le bruit de son orgueil qui se brisait résonnait plus fort que tout. Cette scène m'a brutalement ramené 7 ans en arrière, dans notre cuisine, un mardi soir d'automne. Je venais de rentrer plus tôt, et j'avais trouvé Julien au téléphone, sa voix douce et flûtée, celle qu'il n'utilisait jamais avec moi. En m'apercevant, il avait raccroché brusquement, mais le mal était déjà fait. Le lendemain, j'ai découvert le prénom de la stagiaire sur sa chemise, écrit au stylo, comme un souvenir d'hôtel oublié. Il avait nié d'abord, puis pleuré, puis supplié. Je l'avais cru.
J'étais encore cette femme naïve qui pensait que l'amour pouvait tout réparer. Je m'étais sentie humiliée, trahie, mais j'avais choisi de rester, pour les enfants, pour ne pas briser notre famille. Julien m'avait promis qu'il changerait, qu'il avait eu un moment d'égarement, qu'il m'aimait. J'avais voulu y croire. J'avais refoulé mes doutes, caché ma douleur derrière des sourires, étouffé ma colère dans les tâches du quotidien. J'avais fait ce que tant d'autres femmes font, me taire, espérer, et me blâmer. Mais quelque chose s'était brisé ce jour-là, et je ne l'avais jamais réparé. Ce souvenir me revenait maintenant, comme une vieille cicatrice qui recommençait à saigner. Après cette première trahison, les autres sont arrivées comme une habitude. Toujours des femmes plus jeunes, plus souples, plus frivoles. Ils disaient que j'étais trop mère, trop organisée, que je n'étais plus une femme, juste une fonction. Ils rentraient tard, prétextaient des réunions, partaient en week-end professionnel qui n'avait rien de professionnel. Je fermais les yeux, j'accusais le coup, je reportais la confrontation, toujours pour préserver quelque chose. Mais en réalité, je ne faisais que reculer devant l'inévitable. Mon amour s'éteignait, lentement, sans drame, sans cri. Je me suis rendue invisible pour qu'il ait moins envie de partir. J'ai mis des robes qu'il n'a jamais regardées, changé ma coupe de cheveux, appris à cuisiner ce qu'il aimait. Rien n'y faisait. Il m'avait déjà reléguée dans la case des meubles stables, celle qu'on ne remarque plus. Chaque mensonge, chaque silence pesait comme une pierre de plus dans ma poitrine. Et moi, je m'effaçais un peu plus à chaque fois, me persuadant que ce n'était qu'une phase. Mais ce n'était pas une phase. C'était le début de la fin. 2 ans avant le divorce, j'avais pris une décision sans retour, reprendre mes études en cachette, sans rien dire à personne. Grâce à l'héritage de tante Solange, j'ai pu m'inscrire dans une école privée d'architecture d'intérieur, renommée et exigeante. Je faisais semblant d'aller à des cours de yoga pendant qu'en réalité, je me noyais dans les plans, les maquettes, les projets en 3D. Les nuits étaient longues, les journées encore plus, mais pour la première fois depuis des années, j'avais une raison de me lever qui ne tournait pas autour de Julien ou des enfants. J'avais retrouvé un morceau de moi, celui qu'il avait toujours ignoré, celui que j'avais enterré sous les responsabilités. Et je n'ai rien dit, pas même un mot, car je savais que ce projet serait ma porte de sortie. À mesure que j'avançais dans mes cours, j'ai commencé à construire un nouveau réseau, à prendre des petits contrats sous un faux nom pour ne pas éveiller les soupçons. Les premiers projets étaient modestes, mais ils m'ont redonné confiance. J'ai ensuite investi dans un petit studio à rénover, que j'ai transformé entièrement et revendu avec profit. C'est à ce moment-là que j'ai créé ma propre société, discrètement, en utilisant une société écran pour ne pas apparaître dans les recherches de Julien. Je devenais une autre femme, sans qu'il le voie, sans qu'il le devine. Et pendant qu'il continuait ses mensonges, moi, je bâtissais les fondations de ma renaissance. Il ne s'en doutait pas, mais je n'étais déjà plus la femme qu'il croyait contrôler. Dans cette salle d'audience silencieuse, mes enfants étaient assis juste derrière moi, droits, tendus, mais présents. Ma fille, les yeux pleins d'eau, me tenait la main avec une force insoupçonnée, comme si elle voulait me transmettre son courage. Elle avait compris. Elle avait tout vu, tout deviné au fil des années, même quand je faisais semblant. Mon fils, plus jeune, regardait son père d'un œil dur, froid, comme s'il découvrait un inconnu. Ce n'était pas le regard d'un enfant, mais celui d'un témoin, d'un juge miniature. Et Julien, lui, les évitait du regard, sans doute par honte ou par orgueil blessé. Le silence entre eux était plus éloquent que 1000 discours. Mes enfants savaient désormais que la façade du père parfait s'était effondrée, et que leur mère n'était pas faible, mais patiente. Ils m'avaient vu souffrir sans comprendre, mais aujourd'hui, tout était clair. Je ne cherchais pas leur vengeance, je voulais leur vérité. Ils méritaient de savoir que l'amour ne se mesure pas au sacrifice silencieux, mais à la justice, à la dignité, au respect. Et dans leurs regards, pour la première fois, je ne lisais plus l'inquiétude ni la pitié, mais l'admiration. J'étais leur mère, entière, debout, et ils voyaient enfin qui j'étais vraiment. Julien n'a pas supporté. Il s'est levé brusquement,
a frappé la table de ses deux mains, la voix tremblante mais furieuse. Il criait que j'étais une manipulatrice, une menteuse, que je l'avais trompé en secret, que tout cela était un coup monté. Le juge l'a interrompu avec fermeté, lui rappelant le cadre légal de la séance, mais Julien était hors de lui. Pour lui, la réalité était insupportable, il avait perdu, et pire encore, il avait été vaincu par celle qu'il croyait dominer. Moi, je suis restée assise, sans broncher, les mains croisées sur mes genoux, le regard posé sur rien, mais le cœur battant avec une fierté contenue. Je n'ai pas répondu à ces accusations, car je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'avais à dire était déjà sur la table, noir sur blanc, chiffres à l'appui. Sa colère ne me touchait plus, car elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Pendant des années, j'avais cherché son approbation, son amour, son attention, mais ce jour-là, je n'avais besoin de rien. Ce n'était pas une victoire de façade, c'était une libération profonde, irréversible. Et Julien, qui croyait m'humilier, s'humiliait seul, devant le juge, les enfants, et sa propre conscience. Ce n'était pas une fin pour moi. C'était un commencement. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas souri. Ma seule réponse, c'était la pile de documents posés sur le bureau du juge, contenant les preuves de mes investissements, de mes démarches, de mon ascension silencieuse. Julien pouvait bien hurler, s'indigner, se débattre, la vérité était déjà scellée. Il avait méprisé une femme qu'il pensait docile, et cette femme avait transformé l'oubli en pouvoir. Chaque euro que j'avais placé avait été pensé comme un pas vers ma liberté, chaque signature un acte de survie. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la réparation. Dans cette salle pleine de murmures, j'étais la seule à ne pas bouger. J'avais enfin repris possession de ma propre histoire, celle qu'on m'avait volée. Tout ce que j'avais fait, je l'avais fait sans haine, mais avec une froide détermination. Car pendant qu'il me délaissait, je me forgeais un avenir à l'abri de son contrôle. Il ne le savait pas, mais son mépris m'avait réveillé. Et c'est en silence que j'avais préparé ce moment, la revanche ne se crie pas, elle s'impose. Et moi, je venais de m'imposer. Julien a tenté de se reprendre, de se redresser dans la posture de l'homme raisonnable, prêt au compromis. Il a proposé de renégocier les termes, de repartir sur de meilleures bases juridiques. Il parlait comme un avocat, mais le ton était celui d'un homme aux abois. Mon avocat n'a pas eu besoin de répondre longuement, une seule phrase a suffi, le contrat de mariage, signé à sa demande, stipulait une séparation totale des patrimoines. Julien avait lui-même exigé cette clause, persuadé qu'il aurait toujours plus que moi. Ironie du sort, c'est elle qui l'écrasait aujourd'hui. Il a pâli, s'est affaissé sur sa chaise, incapable de comprendre comment il avait pu se piéger dans sa propre arrogance. Le juge a refusé toute modification, le dossier était complet, indiscutable, définitif. Il n'y avait plus rien à négocier, ni à sauver. Tout ce qu'il croyait maîtriser lui échappait maintenant entre les doigts. Et moi, sans un mot, j'ai observé la scène. J'avais passé des années à me justifier, à faire des concessions, à préserver l'harmonie. Ce jour-là, je ne faisais rien d'autre que laisser la vérité suivre son cours. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, l'appartement était vide, glacé, presque irréel. Julien avait tout pris, les tableaux, les tapis, la vaisselle, même les rideaux. Il n'avait rien laissé, pas même une photo des enfants. J'ai marché dans le silence, sans allumer les lumières, écoutant seulement le bruit de mes pas sur le parquet nu. Mais je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus de larmes, juste une étrange sensation de soulagement. Le vide qu'il avait laissé était une bénédiction déguisée. Ce soir-là, j'ai sorti d'une enveloppe le contrat d'achat d'un loft dans le Marais, signé 3 jours plus tôt, à mon seul nom. Un lieu lumineux, aux poutres apparentes, où j'avais choisi chaque détail avec soin. Je n'avais besoin de rien de ce qu'il avait pris, car tout ce qui comptait désormais m'appartenait vraiment. C'était la première fois que je posais les fondations de quelque chose sans compromis, sans devoir me justifier. Ce n'était pas seulement un déménagement. C'était une renaissance. Et personne ne pourrait plus jamais m'effacer. Peu après l'audience,
j'ai commencé à recevoir des messages, des appels, des invitations à déjeuner. Les amis de Julien, ceux qui me saluaient à peine auparavant, voulaient soudain prendre de mes nouvelles. Sa sœur m'a écrit un long message pour me dire qu'elle savait depuis longtemps, mais qu'elle ne voulait pas s'en mêler. Les langues se déliaient, les silences devenaient des confessions, les regards changeaient. Tout le monde réalisait que derrière la réussite brillante de Julien, il y avait eu mon sacrifice silencieux. Je ne cherchais ni validation ni pitié, mais leur volte-face confirmait ce que j'avais toujours su, il n'était jamais l'homme qu'il prétendait être. Certaines collègues de Julien m'ont même contacté, gênée, me disant qu'il parlait mal de moi au bureau, qu'il se vantait de tout gérer seul. Ce n'était pas de la solidarité, c'était de la peur de se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Moi, je ne répondais pas aux provocations ni aux flatteries tardives. Je continuais d'avancer, concentré sur ma nouvelle vie. Son image publique, si soigneusement polie, commençait à se fissurer. Et cette fois, ce n'était pas moi qui devais m'expliquer. C'était lui. Face à la réalité, face à ses mensonges, face à sa propre solitude. Un soir, mon téléphone a sonné et un numéro inconnu s'est affiché. J'ai hésité à décrocher, puis j'ai entendu une voix tremblante, une voix de femme, jeune, abîmée. C'était elle, la dernière maîtresse connue de Julien, celle pour laquelle il avait pris des risques insensés. Elle pleurait, étouffée, confuse, et m'a dit qu'il l'avait quittée après l'audience, sans explication. Elle pensait qu'il allait l'épouser, qu'elle allait prendre ma place, qu'il allait tout lui offrir. Il lui avait promis un avenir doré, en lui disant que j'étais ruinée, que j'allais lui laisser jusqu'à mon nom. Je suis restée silencieuse, laissant ces mots tomber comme des pierres dans un puits sec. Elle m'a supplié de lui dire si tout cela était vrai, si elle avait été utilisée. J'ai simplement répondu qu'elle ne m'était rien, que je n'étais pas en colère contre elle, mais que chacun choisit son rôle dans une histoire. Elle a raccroché sans un mot, anéantie par sa propre naïveté. Ce n'était pas une victoire pour moi, c'était un avertissement pour elle. Julien détruisait tout ce qu'il touchait, peu importe la personne. Et maintenant, il n'avait plus personne à manipuler. Juste lui-même, face à ses ruines. Quelques jours plus tard, alors que je buvais mon café en terrasse, un ancien camarade d'école devenu journaliste m'a envoyé un lien. Un article venait de paraître dans un grand magazine économique, une architecte discrète rachète un immeuble historique dans le Marais. Mon nom y figurait en toutes lettres, accompagné d'une photo de moi, souriante, prise à l'inauguration. Julien n'avait rien vu venir. Il m'avait toujours décrite comme une femme sans ambition, sans envergure, sans influence. Et maintenant, c'était mon nom que Paris lisait au petit déjeuner. L'article parlait de mes projets, de mon agence naissante, de ma vision du design durable. Aucune mention du divorce, aucun mot sur Julien. Et pourtant, toute la ville savait. Il n'était plus le centre de l'histoire. Il était devenu une note de bas de page dans mon ascension. Selon une connaissance, il avait lu l'article seul, dans un café modeste, le regard perdu, l'expression vide. Il n'avait plus rien à raconter. Moi, j'étais en train d'écrire mon avenir. Et cette fois, les projecteurs étaient enfin tournés vers moi. Mon agence, discrète à ses débuts, est devenue en quelques mois une référence. Une commande privée à Dubaï, un projet de résidence écologique en Corse, des contrats à 6 chiffres avec des hôtels de luxe ont marqué mon agenda. Je ne cherchais pas la reconnaissance, mais elle est venue sans que je la demande. Les appels arrivaient, les architectes que j'admirais me contactaient, les investisseurs me proposaient des partenariats. J'avais toujours été compétente, mais ils m'avaient empêchée de briller. Maintenant que je n'avais plus de chaîne, ma valeur éclatait au grand jour. Je vivais pour mes projets, pour mes enfants, pour moi. Je n'avais plus besoin de me justifier, ni d'obtenir une place que je méritais depuis longtemps. Mon nom circulait, mais ce n'était pas la revanche qui m'animait, c'était l'envie de créer enfin sans peur. Mon quotidien était rempli, mais jamais pesant. Je décidais seule, j'avançais sans demander la permission. Et pendant que Julien se débattait dans l'ombre de son ancienne gloire, moi je construisais,
ligne après ligne, le futur que j'avais imaginé dans le silence des nuits brisées. Un soir, j'ai organisé un dîner dans mon loft avec 6 femmes. Des amis, des inconnus, toutes liées par une même blessure, avoir été trahies, ignorées, diminuées. La table était simple, le vin léger, mais l'ambiance était chargée de souvenirs douloureux et de libérations récentes. On riait fort, on pleurait à mi-voix, on se comprenait sans avoir besoin de trop parler. Chacune racontait son histoire avec une dignité féroce, comme si dire les choses à voix haute leur rendait leur pouvoir. À la fin du repas, l'une d'elles a levé son verre vers moi et m'a dit « Tu as été notre revanche collective ». Ce moment a figé quelque chose en moi, une sorte de reconnaissance silencieuse qui dépassait l'ego. Ce n'était plus seulement mon histoire, c'était celle de milliers d'autres femmes à travers moi. Je n'étais pas une exception, j'étais un exemple de ce que l'on devient quand on arrête de se taire. Et ce soir-là, j'ai compris que ma voix pouvait ouvrir d'autres portes, d'autres chemins. Ce n'était pas une victoire individuelle, c'était une sororité silencieuse qui reprenait sa place autour d'une table. Et plus jamais, aucune d'entre nous ne se laisserait effacer. Dans un tiroir de ma chambre, il y avait une lettre pliée en 3, écrite un soir d'insomnie, au cœur de ma colère. Je l'avais rédigée sans filtre, avec chaque mot trempé dans le feu de ma douleur. Je parlais de ses trahisons, de ses humiliations, de tout ce qu'il avait détruit en moi. C'était une lettre d'adieu brutale, tranchante, presque cruelle. Je l'avais écrite pour lui dire tout ce que je n'avais jamais osé dire, tout ce que j'avais avalé en silence. Mais je ne l'ai jamais envoyée. Chaque fois que je l'ouvrais, je sentais que cette colère ne m'appartenait plus. Elle avait été mon moteur, mais elle ne devait pas devenir mon héritage. Je gardais cette lettre comme un rappel de ce que j'avais enduré, pas comme une arme à utiliser. La vengeance m'avait libérée, mais le pardon silencieux m'apaisait. Je n'avais pas besoin qu'il lise ces mots. Il n'avait plus d'accès à mon monde intérieur. Ce que j'étais devenue était la plus grande réponse que je pouvais lui offrir. Quelques semaines après le dîner, mon notaire m'a convoqué pour un rendez-vous stratégique. Il m'a proposé un plan de placement à long terme, structuré pour garantir la sécurité financière de mes enfants. Il parlait chiffres, dividendes, structure juridique, mais moi, je pensais à l'avenir qu'il n'aurait pas à mendier. J'ai signé sans hésiter, avec la conviction que rien ne m'appartenait vraiment si je ne le protégeais pas pour eux. Chaque ligne du contrat était une barrière contre la répétition de mon histoire. Je ne voulais pas qu'ils vivent un jour ce que j'avais dû survivre. J'ai placé les parts principales à leur nom, sous condition d'accès progressif, accompagné de lettres personnelles que j'avais rédigées avec soin. Ce n'était pas juste une sécurité, c'était un acte d'amour construit dans la lucidité. Mon notaire m'a félicité pour ma rigueur, mais il ne savait pas que cette rigueur venait d'années de chaos. Je quittais son cabinet avec une légèreté nouvelle, comme si je venais de sceller ma paix intérieure. Je n'avais plus besoin de me battre. J'étais désormais en terrain conquis. Et tout ce qui me restait à faire, c'était vivre. Un matin, alors que le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de ma nouvelle chambre, je me suis regardée dans le miroir. Mon reflet n'avait rien d'extraordinaire, mais il respirait enfin la vérité. Ce n'était plus le visage d'une femme blessée, ni d'une épouse oubliée, mais celui d'une femme qui avait repris chaque parcelle d'elle-même. Les cernes s'étaient adoucies, la bouche ne tremblait plus, le regard portait une lumière tranquille. Je me suis dit, sans parler, que j'étais fière de moi. Pas pour avoir gagné contre lui, mais pour m'être retrouvée. Je me suis habillée lentement, sans hâte, en choisissant des vêtements qui me plaisaient à moi, pas à quelqu'un d'autre. Il n'y avait plus de rôle à jouer, plus d'image à sauver, juste la présence d'une femme enfin libre. J'ai bu mon café en silence, savourant l'amertume douce, comme un goût de maturité. C'était un matin simple, mais il avait tout d'un triomphe. Personne ne m'avait offert cette vie. Je l'avais construite, brique par brique, avec mes cicatrices comme fondation. Et ce jour-là, dans le miroir, j'ai vu pour la première fois une femme invincible. C'était lors d'un vernissage discret dans une galerie du 6 arrondissement, un soir de pluie fine et de conversations feutrées.
Je regardais une toile abstraite sans grande conviction quand il s'est approché, sans bruit, sans prétention. Étienne. La cinquantaine élégante, les gestes calmes, le regard doux. Il ne m'a pas demandé ce que je faisais dans la vie, il m'a simplement parlé de ce qu'il ressentait face à cette œuvre. J'ai répondu sans réfléchir, et la conversation a coulé, naturelle, sans effort, comme si nos solitudes se comprenaient. Il ne cherchait pas à séduire, seulement à écouter. Il n'a rien jugé, rien analysé, il m'a juste regardé avec une attention tranquille, sincère, comme si j'étais déjà entière. Ce soir-là, nous avons marché un peu, sous les lampadaires tremblants, sans promesse, sans attente. Je n'ai pas ressenti la peur habituelle, ni le besoin de me protéger. Juste une curiosité paisible, une envie d'avancer lentement. Étienne n'était pas une réparation, il était une présence. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon cœur pouvait battre sans se briser. Peut-être, cette fois, il n'y aurait pas de masque. Seulement deux vérités côte à côte. Nous avons marché longtemps au bord de la Seine, Étienne et moi, enveloppés dans le calme d'une nuit sans exigence. Il ne parlait pas beaucoup, et je ne cherchais pas à combler le silence. Il ne voulait pas m'impressionner, il voulait simplement être là, présent, attentif, réel. Il m'écoutait comme personne ne l'avait jamais fait, sans chercher à corriger, à deviner, à sauver. Ce n'était pas un coup de foudre, c'était une paix inattendue. Et moi, pour la première fois, j'ai senti que je pouvais me tenir près d'un homme sans me diminuer. Il ne connaissait pas encore mon passé, et je n'avais pas besoin de le lui jeter au visage. Ce n'était pas un test, c'était une conversation qui s'ouvrait comme une porte entr'ouverte. Il parlait de ses lectures, de ses enfants, de sa solitude qu'il ne portait pas comme un fardeau mais comme un fait. J'ai parlé peu, mais j'ai souri souvent. Mon cœur battait autrement, ni dans la peur, ni dans l'urgence. C'était doux, stable, rassurant. Je ne savais pas où cela mènerait, mais pour la première fois, je ne redoutais pas la suite. 1 an après le jugement du divorce, je suis assise sur la terrasse de ma nouvelle maison à Saint-Rémy-de-Provence, un carnet sur les genoux et une tasse de thé à la main. Les cigales chantent, les pierres anciennes de la maison gardent la fraîcheur du matin, et mes enfants jouent plus loin, libres, heureux, apaisés. Tout ce que j'ai vécu semble appartenir à un autre siècle, une autre femme, une autre douleur. Julien n'est plus qu'un nom dans un vieux dossier, une ombre sans pouvoir. Mon téléphone est silencieux, ma respiration profonde, ma solitude choisie. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Mon agence tourne bien, mes projets s'étendent lentement, avec élégance. Étienne vient parfois pour le week-end, sans promesse, sans exigence, juste pour marcher avec moi entre les oliviers. Nous vivons l'instant, sans bruit, sans drame, loin de tout ce qui faisait mal. Cette maison, je l'ai choisie seule, décorée seule, habitée seule, et pourtant, je ne m'y sens jamais vide. Une autre vie a commencé, non pas parce qu'on me l'a donnée, mais parce que j'ai eu la force de la créer. Ce matin-là, j'ai signé un chèque important à l'ordre d'une association qui aide les femmes à reconstruire leur vie après des ruptures violentes. Je l'ai glissé dans une enveloppe blanche, sans mots, sans nom, sans fierté excessive. Ce n'était pas un acte de charité, c'était une continuité logique. Parce que moi aussi, un jour, je me suis retrouvée à zéro, nue, brisée, invisible. Et quelqu'un, quelque part, aurait pu me tendre la main. Aujourd'hui, c'est moi qui l'attends, sans bruit, avec respect. En refermant l'enveloppe, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé. J'ai simplement souri. Tout ce que j'avais vécu, perdu, enduré, m'avait conduite ici. Je n'avais plus besoin de me venger, ni d'être applaudie. J'étais devenue la femme que j'aurais aimé rencontrer quand j'étais au fond. Et si une autre pouvait lire ces lignes un jour et se relever à son tour, alors toute cette douleur aurait enfin eu un sens. Parce que la vraie victoire ne se crie pas. Elle se vit. En silence. En paix.